L'école de la fraternité, c'est le nom aussi simple qu'efficace d'une école pas comme les autres à Lille qui fera sa rentrée lundi. Bonjour, Père Vincent Lasève. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes l'initiateur de cette école associative qui accueille des mineurs non accompagnés. Vous êtes donc prêtre, jésuite. D'abord, combien d'élèves dans cette école ? Alors nous avons simplement 10 élèves, pour la bonne raison que nous prenons des élèves qui n'ont jamais été à l'école. Ce sont des mineurs non accompagnés, des jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs par le département et qui font une démarche auprès d'un juge pour enfants. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas de possibilité d'être scolarisés. Mineurs non accompagnés, ça veut dire ils ont fait une demande de reconnaissance de leur statut de mineur. Oui. Elle leur a été contestée, refusée. Voilà. Et donc, il y a un laps de temps pendant lequel rien ne leur est proposé. Exactement, ça dure 7 ou 8 mois. Et à l'issue de ce recours, 80% d'entre eux sont reconnus mineurs. Et pendant ce temps-là, ils n'ont ni accès à un logement, ni accès à l'éducation. Est-ce qu'ils sont réellement mineurs ? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Et je dirais que dans certains cas, ils ne sont pas mineurs, certainement. Mais c'est une question qui ne m'intéresse pas. Parce que ce sont des jeunes qui sont en grande difficulté. Et s'ils n'étaient pas avec nous dans l'école, ils seraient dans la gare Lille-Flandre en train d'attendre et de désespérer de leur avenir. On va y revenir. D'où est-ce qu'ils viennent ? Bénin, Burkina, Cameroun, Mali, Niger, ils viennent d'où ? Alors, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Sénégal parfois. Donc Afrique francophone. Afrique francophone. De l'Ouest plutôt. Oui, tout à fait. Vous avez dit, c'est donc une école pour ces mineurs non accompagnés. La première rentrée a eu lieu en novembre dernier. Oui. C'est pas encore la rentrée. Je crois que ce matin, c'était une pré-rentrée. La vraie rentrée, c'est seulement lundi, c'est ça ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, nous leur proposons des cours d'alphabétisation. Ils arrivent, ils ne savent pas écrire. Nous leur apprenons à écrire. Nous leur apprenons à lire. Et nous leur proposons aussi quelques activités socio-éducatives pour connaître mieux notre culture, pour pouvoir mieux s'intégrer dans notre pays. Et aussi le vendredi des temps de relecture de la semaine. Alors ça, c'est propre à l'éducation jésuite. Ignatienne, c'est mais ça. c'est très précieux pour eux parce qu'ils portent parfois des traumatismes. Alors on n'entre pas sur ce terrain-là, mais il y a parfois des difficultés à vivre le quotidien, la recherche des papiers qui est toujours incertaine. Il faut parfois qu'ils aillent jusqu'à Paris pour faire la recherche du certificat de naissance. Ils reviennent parfois sans rien. À Paris, ils dorment sous les ponts quand ils partent. Ce sont des hommes, des femmes ? Alors, on a eu une jeune fille l'année dernière, principalement des hommes, mais depuis quelques mois, il y a davantage de filles dans la ville de Lille. Mais si je vous écoute bien, vous n'interrogez pas forcément ces grands jeunes sur leur raison de leur présence ici. Vous leur demandez pas pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés chez eux, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Voilà, alors ça, c'est une règle d'or dans notre association. Certains ont vécu des traumatismes très grands, et si nous leur posons trop de questions, ça réveille en eux des choses qu'on va peut-être pas pouvoir traiter, puisque nous ne sommes pas psychiatres, nous ne sommes pas psychologues. Et donc, mais c'est une règle d'or dans toutes les associations qui s'occupent des mineurs non accompagnés. J'aimerais revenir sur l'objectif de votre école de la fraternité. Est-ce que c'est de réduire le temps d'inactivité ou bien c'est de les enseigner ? Alors, ces jeunes arrivent avec différents niveaux. Certains ont eu la chance d'aller à l'école primaire, mais ceux que nous prenons n'ont jamais été à l'école. Et imaginez-vous, ils arrivent avec un niveau fin de grande section. Ils savent à peu près écrire leur nom. Et la loi française exige qu'à l'âge de 17 ans et demi, ils soient dans une formation, CAP ou autre. Sinon, à 18 ans, ils deviendront sans papier et recevront probablement un ordre de quitter le territoire français. Or, ce sont des jeunes qui ont un potentiel. Actuellement, dans les anciens élèves, il y a un apprenti boulanger. Il fait du bon pain ? Exactement. Son patron dit qu'il est très bon. Nous en avons qui sont maintenant apprentis dans la restauration, etc. C'est des gens qui vont faire tourner l'économie demain. Où est cette école ?
Cette école est dans le quartier de Moulins, À Lille, à Lille. près d'Oisem. Tout à fait. Voilà. Comment fonctionne? On a parlé de structure associative. Qui dit association dit bénévolat, dit temps offert. Comment est-ce que vous fonctionnez? Alors, nous avons fondé une association en octobre 2014 pour porter la responsabilité de cette école. 2024 ou 2014? 2024, 2024. vous avez raison. Pour porter la responsabilité légale de cette école, puisque nous accueillons des mineurs, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a d'ailleurs une formation obligatoire pour recevoir nos bénévoles. Et nous sommes actuellement une vingtaine de bénévoles. Et nous sommes environ 3 ou 4 à porter l'école au quotidien. Les autres bénévoles viennent pour une demi-journée. Est-ce que vous avez besoin de monde? Oui, on a toujours besoin de monde. À la rentrée, on va ouvrir 2 ou 3 après-midi supplémentaires à base d'un enseignement à base d'informatique. On a une association qui nous installe des logiciels tout à fait performants pour faire de l'alphabétisation en ligne. Si je suis un auditeur, une auditrice, et je me dis, tiens, ça m'intéresse, je n'ai pas de compétences en informatique ni en enseignement, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, tout à fait. Alors, les cours à base d'informatique ne demandent pas de qualification en informatique. Ce qu'on demande à nos bénévoles, c'est d'avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de patience, et puis une certaine qualité d'écoute pour être à même d'entrer dans un processus d'apprentissage. Mais si je décide de donner donc du temps, qu'est-ce que je reçois? Alors, vous recevez énormément d'énergie. C'est le jour où j'ai ouvert l'école, enfin pas tout seul, hein, avec l'équipe des bénévoles, c'était le 18 novembre 2024. Je me suis retrouvé avec une énergie incroyable parce que ces jeunes ont entre 15 et 18 ans. Ils ont une énergie, une joie de vivre, une envie de réussir. Ils sont parfois un quart d'heure avant l'heure de l'ouverture de l'école devant la porte. Et dès qu'on rentre, ils attrapent leur cahier, ils se mettent à lire, ils se mettent à écrire, ils se mettent à répéter leur table d'addition, de multiplication. Vous voulez dire qu'ils savent pourquoi ils sont là? Tout à fait. Leur objectif, c'est d'entrer dans une formation rapidement et de travailler. Donc leur objectif, c'est pas forcément de rejoindre les côtes pour tenter la traversée vers l'Angleterre? Non, pas du tout, puisque les migrants qui sont à Calais, et d'ailleurs au passage, je ne sais pas si vous avez appris qu'il y a un nouveau traité entre la France et l'Angleterre, qui est absolument scandaleux, puisque les gens qui vont arriver en Angleterre vont être expulsés, et s'ils reviennent en France, ils seront illégaux, au passage. Donc les anglophones partent à Calais, les francophones restent à Lille. Combien à peu près à Lille? On estime 150 Oui, c'est ça, c'est une bonne estimation. Pour y revenir sur votre recherche de personnes qui auraient du temps, quel est le profil parfait d'une personne qui pourrait rejoindre votre équipe? Le profil parfait, ce serait quelqu'un qui serait jeune, retraité, et qui aurait peut-être une expérience dans l'enseignement, professeur des écoles retraitées. Nous avons une responsable pédagogique qui est directrice d'école primaire en retraite. Et donc, les gens qui aiment la pédagogie, qui aiment l'enseignement, sont tout à fait précieux pour nous. Mais pas 2-3 heures par semaine, plutôt un engagement long terme? Alors, long terme à l'année. Et ce qui nous aiderait en ce moment, c'est 2 demi-journées par semaine. Mais si on n'a qu'une demi-journée, on peut venir. Mais on a un besoin au niveau de gens qui nous aident un petit peu plus dans l'encadrement de l'école au quotidien. L'école de la fraternité qui est portée par l'association Ensemble pour apprendre 59. D'ailleurs, toutes les infos sont sur le site epa59.org. Une question sur... vous êtes jésuite, hein, vous êtes jésuite, oui. On l'a dit tout à l'heure, comme l'était le pape François. François qui avait un goût particulier pour la pastorale en milieu populaire et qui a écrit aussi Fratelli Tutti. Quel est le rapport entre votre école et ce texte? Alors, il y a un rapport direct, puisque moi j'ai été très marqué par le pape François et notamment son engagement auprès des migrants. On se souvient que sa première sortie comme pape, c'était sur l'île de Lampedusa. On se souvient de son arrivée à Marseille, de sa venue à Marseille et du discours qu'il a prononcé.
et de l'encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité humaine. Et donc, l'école de la fraternité, elle a failli s'appeler École Fratelli Tutti. Mais ce n'était pas assez lisible pour le grand public, donc on a choisi École de la fraternité. Ça veut dire qu'il vous a clairement inspiré, le pape. Tout à fait. Est-ce que vous êtes allé sur cette terre? Je vois que vous avez pas mal voyagé. Alors, j'ai eu la chance de faire la fin de mes études de théologie en Colombie. Et j'y suis allé parce que je m'intéressais à la pastorale biblique en communauté de base ou milieu populaire. Et donc, ça a été une expérience très intéressante, surtout au niveau pastoral. Et vous avez pu aller sur les traces de cet homme qui paraissait austère, proche des pauvres, on le disait ainsi à l'époque. Oui, alors en 2010, j'avais eu la chance, parce que je m'occupais de volontariat à l'étranger, j'avais eu la chance de passer à Buenos Aires à l'époque où il était évêque. Et donc j'avais pu me renseigner un peu sur qui était ce jésuite évêque. Et j'avais déjà eu de très bons échos. Alors j'ai lu, mais dites-moi si c'est vrai que vous avez étudié ces homélies avant même d'être ordonné diacre. C'était dès 2010-13, vous aviez ces textes. Oui, c'est-à-dire que j'étais ordonné diacre en 2016 et il a été élu pape en 2013. Donc ce sont les années où on se forme, mais on se projette un peu sur les premières années de ministère. Et ce qui m'a énormément touché, c'est sa capacité à aller au cœur de l'Évangile, à trouver la fine pointe spirituelle d'un texte d'Évangile et de savoir la communiquer avec des mots simples. Et donc, j'ai pas mal étudié, c'est un grand mot, mais j'ai lu beaucoup de textes qu'il sortait. Père Vincent Lasève, vous avez coécrit il y a quelques années une sorte de guide pour intégrer les pauvres en paroisse. Ça s'appelle « Vers des paroisses plus fraternelles, les plus fragiles au cœur de la communauté chrétienne ». En quoi est-ce que cette intégration est essentielle ou non? Alors, si les pauvres ne sont pas intégrés dans nos communautés, à ce moment-là, tout ce qu'on raconte dans nos homélies, tout ce qu'on professe, est complètement hypocrite. Vous voulez dire que si on regarde une paroisse, une communauté, on voit un peu le profil, s'il n'y a pas de pauvres, c'est pas une paroisse qui tient la route? Alors, je ne suis pas là pour juger, mais Jésus, quand il commence sa mission, vous pouvez aller lire Luc chapitre 4, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et donc, quelque part, si les pauvres ne sont pas là, ça veut dire qu'il faut sortir de nos églises pour aller les chercher. Mais il y a une question de cohérence de nos communautés à ce que les pauvres aient la parole, qu'ils soient à la première place. Et donc ça, c'est tout un travail qui s'est fait dans la continuité du rassemblement Diaconia 2013 auquel j'ai participé. Et puis, donc, ce livre dont vous avez parlé, il décrit un groupe qui s'appelle Bartimée, qui est à Toulouse et qui fait partie du réseau Saint-Laurent. Donc, c'est un groupe qui essaye d'intégrer les plus pauvres au cœur d'une paroisse. Vous êtes passé par l'Afrique, par l'Amérique du Sud, on vient de le dire. Vous ne trouvez pas la vie ici un peu fade? Alors, c'est une bonne question. Oui, j'ai eu la chance de partir en coopération. Je n'étais pas jésuite à l'époque, j'avais 22-23 ans à l'issue de mes études. Avec quel type d'organisme? Avec la délégation catholique pour la coopération. ADCC. Et j'étais à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, clin d'œil du bon Dieu, j'ai des élèves qui viennent de Gagnoa. Alors je peux leur dire, j'étais là-bas, tu n'étais pas né, mais je connais l'endroit d'où tu viens. Et ensuite, c'est cette expérience là-bas, surtout avec les personnes immigrées burkinabées, qui souffrent pas mal dans ce pays, qui est venu quelque chose d'un désir très grand d'être avec les plus pauvres et de cheminer avec eux. Mais justement, quel type de proximité avec ces hommes, ces femmes, cela a fait naître en vous ou entretient encore aujourd'hui? Alors, c'est une proximité au quotidien dans les affaires concrètes. Mais on essaye justement dans notre école de vivre un donner-recevoir, c'est-à-dire c'est une expression que nous a donnée un élève guinéen, un jeune guinéen qu'on avait reçu dans notre paroisse. Donner-recevoir, c'est-à-dire c'est la manière dont il a défini la fraternité. C'est-à-dire que je donne
mais je reçois. Et quelque part, nous sommes tous des êtres humains. Je peux demain être réfugié, je peux tout perdre. Et au fond de chaque être humain, nous sommes frères et sœurs. Ça peut paraître pour certains des mots et difficile à traduire en actes, mais on parle de mineurs non accompagnés, on parle de migrants. Comment faire pour voir au-delà de la couleur de peau, de l'origine, eh bien, ce que vous dites à l'instant, un homme, une femme Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une grâce que j'ai reçue, mais je suis toujours touché par la beauté des personnes, la beauté intérieure, la beauté d'une âme, en fait. Ce sont des personnes qui ont un désir, qui ont une joie, une capacité de communication. Et ça, c'est très beau. Ce sont des trésors. Et c'est pour ça que les voir attendre et se lamenter dans la gare Lille-Flandre, c'est quelque chose d'insupportable. C'est pour ça qu'on a créé cette école. Parce que s'ils ne sont pas dans cette école, ils sont livrés à des trafics divers. Tout à fait. Et ça alimente la xénophobie. Vincent Lasève, prêtre jésuite. À propos de cette école de la fraternité, revenons aux fondamentaux. Vous avez dit tout à l'heure, on a besoin de monde, idéalement jeunes retraités, avec un peu de dynamisme et de temps, mais le dynamisme, il va aussi arriver de la part de ces jeunes migrants. EPA59.org, il y a toutes les infos dessus. Tout à fait. Et nous sommes aussi sur le site jeveuxaider.fr, le site gouvernemental. Nos missions sont exposées aussi sur ce site. Et nous vous répondons rapidement. Et depuis une dizaine d'années, parce que vous n'êtes tout de même pas les seuls non plus, hein, il y a l'ESF, l'École Sans Frontières, qui dépend du Centre Baptiste de la Réconciliation, qui donne aussi des cours à des jeunes pour ensuite trouver une place à l'école. Est-ce que vous avez des liens? Tout à fait. Ce sont nos grands frères ou grandes sœurs. C'est-à-dire que je me suis lancé avec mon équipe dans la création de cette école parce que l'École Sans Frontières était pleine à craquer, avec plus de 80 élèves. Et je voulais donner une touche ignatienne aussi à cette aide. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette association. Et nous faisons les tests de niveau avec l'École Sans Frontières. Et l'École Sans Frontières nous aide énormément pour la scolarisation de ces jeunes à l'issue de leur passage chez nous. Donc, on appartient à tout un réseau. Il y a aussi d'autres associations qui s'occupent de l'hébergement. Père Vincent Lasève, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.